Vous aimez les films d'horreur? Les monstres et les tueurs en série? Les assassins embusqués? Les meurtriers sanguinaires? Les créatures visqueuses et les machines à tuer? La vue des armes qu'on fourbit vous fait frissonner d'aise? Vous aimez voir le sang couler? Et les cadavres voler? Alors, bienvenue dans ce monde où une seule loi prévaut. Manger ou être mangé. Comme tous les matins, à la ferme, les poules grattent le sol. Les cochons s'ébattent dans leur enclos. Les moutons et les chèvres partent brouter dans les prés, sous l'œil vigilant de la cigogne. Au bord de l'étang, des libellules démarrent leur journée. Un monde bien paisible, en somme. Mais dans le pré, parmi les fleurs et les brins d'herbe, il existe un univers parallèle, peuplé d'êtres mystérieux. L'insecte que nous allons suivre dans cet épisode ne va pas tarder à apparaître. À force de s'agiter, l'enveloppe nymphale finira par se déchirer et laisser sortir l'animal adulte. Un innocent puceron assiste à la scène. Vus de près, les pucerons sont plutôt mignons, bien que pas très agiles. Mais ils devraient parfois faire attention où ils mettent les pattes. C'est qu'ils ne sont pas non plus très malins. Celui-ci réchappera finalement de sa rencontre avec notre héros frappeur. Le voici qui s'extrait de son enveloppe. C'est un insecte jaune vif, qui se couvre bientôt de points noirs. Quelques heures plus tard, sa carapace est devenue rouge. Et oui, c'est une coccinelle, sur laquelle on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Un chiffre porte-bonheur, propre à l'espèce la plus courante en Europe. Elle n'est d'ailleurs pas seule dans le coin. Serait-ce le prélude à une rencontre? Mais c'est le faux pas. Elle a la chance d'atterrir dans une fleur. Décidément, quelle maladroite! Leurs chemins se croiseront-ils à nouveau? Il semblerait que notre héroïne s'engage sur une voie pleine de dangers. Elle a déjà été repérée.
Une menthe religieuse est à l'affût dans les genêts. La prédatrice attend tranquillement que sa proie arrive jusqu'à elle. Ses pattes avant sont déjà en position, prêtes à se déployer. Mais voilà que la coccinelle lui passe sous le nez. Cette fois, cela frise l'inconscience. Tout près de là, une sauterelle à sabre se régale d'un repas de mousse. On raconte qu'autrefois, on recourait à la morsure de cet insecte pour brûler les verrues. Un criquet vient alors à passer. Subitement, le pacifique herbivore se transforme en implacable prédateur. Le pauvre animal parvient à s'échapper. Les insectes sont des durs à cuire. Mais comment s'en sortir sans train arrière? Le criquet à demi dévoré intéresse aussi la menthe religieuse qui descend de son buisson, non loin de la sauterelle en train de chercher sa proie. Les deux prédateurs se retrouvent face à face. Le combat de la force contre l'élégance. Des assauts vigoureux face à des coups de patte acérés. La sauterelle se retire subitement. La coccinelle fait la morte, les pattes repliées. La menthe en profite pour s'éclipser. Elle n'a aucune chance de l'emporter. Une odeur nauséabonde dissuade la sauterelle de lancer une nouvelle attaque contre notre héroïne. La coccinelle a sécrété une goutte d'un liquide malodorant. La menthe religieuse, elle, a déjà repéré une nouvelle proie. Une tipule. Arrivée à portée de patte de la prédatrice, plus rien ne peut la sauver. La menthe ne laissera rien du malheureux insecte.
Un mâle se présente derrière elle. Nettement plus petit, il se montre précautionneux. Il va au-devant d'une union qui lui sera pourtant fatale. Quand elles ont faim, les mantes religieuses témoignent peu d'intérêt pour les mâles qui les approchent. Mais celui-ci arrive à ses fins. Les deux insectes s'accouplent. Au sol, le criquet à moitié dévoré n'a pas pu aller bien loin. La sauterelle affûte ses sabres avant de poursuivre son repas. Cette fois, c'en est fini du malheureux criquet. Pour la coccinelle, c'est le moment de prendre le large. Pour conclure son festin, la sauterelle s'offre un peu de verdure. Dans les genêts, la mante tient le mâle entre ses pattes. Mais l'heure n'est plus aux embrassades. D'une morsure précise, elle brise le mâle en deux. Le chemin du cœur passe par l'estomac. En réalité, la raison d'être de ce rituel cannibale est d'ordre biologique. Les mantes femelles qui dévorent leur partenaire après l'accouplement pondent plus d'œufs que celles qui le laissent filer. Sauvée. Protégée par sa carapace rouge, la coccinelle poursuit tranquillement son chemin. Il la conduit aux abords d'un étang. À cet endroit, les feuilles sont humides et glissantes. Sa chute l'entraîne dans un lieu terrifiant. Dans l'étang, des écrevisses aux pinces puissantes sont à l'affût. Mais aussi des ranâtres, dotés d'un siphon respiratoire et de longues pattes antérieures. Et des escargots d'eau douce qui rampent la tête en bas. Sans la tension superficielle qui forme une pellicule à la surface de l'eau, la coccinelle aurait coulé depuis longtemps. Ces mouvements désordonnés attirent l'attention d'un triton, de larves de dytiques bordées, et même d'un dytique adulte. Mais une petite grenouille détourne l'attention des prédateurs. Excellent nageur, le dytique saisit sa proie entre ses pattes avant et la dévore sur le champ.
La coccinelle s'agrippe dans l'espoir de se sauver. Sous l'eau, de puissants poignards attendent le bon moment. Une larve de Dytique bordée est prête à actionner ses mandibules. Par chance, elle aperçoit une larve de triton au fond de l'étang. Une proie facile. La larve de Dytique s'immobilise. Et attend que le triton passe à sa portée. Elle referme ses mandibules sur sa proie et lui injecte un venin paralysant qui contient aussi des enzymes digestives. Sous l'effet des enzymes, les organes internes du triton se liquéfient. Le Dytique aspire alors le contenu par des canaux qui traversent ses mandibules. La coccinelle n'a pas encore réussi à se hisser hors de l'étang. Elle attire l'attention d'un autre prédateur, cette fois une larve de libellule. Heureusement, des têtards sont tout près d'elle. La larve s'approche sans se faire remarquer. Sa lèvre inférieure, doublement articulée, est un outil de chasse très performant. Elle la déploie d'un coup et plante des crochets acérés dans la proie. Après avoir échappé à la larve de libellule, notre coccinelle parvient enfin à regagner la terre ferme. Au milieu des roseaux, elle croise une autre créature de la même espèce. Une larve de libellule est venue opérer ici sa dernière métamorphose. L'insecte adulte est en train de s'extraire de son enveloppe nymphale. En quittant l'eau, le prédateur a changé de territoire de chasse. Il se prépare maintenant à fondre sur ses proies par la voie des airs. Mâles et femelles s'abordent et s'accouplent en réalisant de superbes figures. Ils voleront ensuite pendant des heures en prolongeant leur union. Mais ce ballet n'a rien de romantique. Il est plutôt dicté par la défiance. Si le mâle ne se retire qu'au moment où la femelle pondra ses œufs dans l'eau, c'est pour éviter qu'elle ne puisse être fécondée par un autre mâle. Les libellules adultes sont également de dangereux prédateurs. Elles sont constamment à la recherche d'insectes volants. Tant qu'elle reste posée sur une feuille, notre coccinelle ne risque rien. La libellule reste en vol stationnaire. Prête à intercepter les proies qui passent à sa portée. Grâce à ses yeux énormes, elle repère le moindre mouvement. Brusquement, elle projette ses pattes en avant pour capturer et maintenir sa proie, qu'elle dévorera ensuite dans un endroit tranquille. Ses mâchoires garnies de dents minuscules lui permettent d'ingérer l'intégralité de sa proie. Tandis que la libellule fait sa toilette après manger, notre coccinelle prend son envol.
mieux vaut pour elle s'éloigner de ces rives dangereuses. Elle rejoint un verger voisin. Les pommes sont déjà mûres. C'est le paradis des abeilles. Les fruits tombés leur offrent à la fois de la nourriture et du jus pour se désaltérer. La pomme est presque aussi délectable que le nectar des fleurs. Mais d'autres insectes observent le festin des abeilles. Des frelons ont installé leur nid un peu plus haut, dans le tronc d'un pommier. Des sentinelles montent la garde à l'entrée du nid. Elles interdisent l'accès à tout élément indésirable. Une abeille s'enhardit à jeter un œil, jusqu'à ce qu'une sentinelle s'interpose. Elle joue des mandibules et chasse l'intruse. Tout à coup, les frelons se mettent en formation et donnent l'assaut. Leur objectif, la pomme tombée à terre. Leur intention n'est pas d'éloigner les abeilles, mais de les attaquer. Les frelons tuent les abeilles les unes après les autres. Ce sont avant tout des carnassiers. Les frelons capturent donc autant d'insectes que possible et les ramènent dans leur nid. Les gardiens ventilent le nid en agitant leurs ailes. Notre coccinelle se trouve dans le périmètre de chasse des prédateurs. Plus elle s'approche du nid, plus la sentinelle devient agressive. Elle finit par attaquer. Ses puissantes antennes n'ont aucune prise sur la carapace. Le frelon essaie de saisir les pattes de la coccinelle. Celle-ci a compris qu'elle était en péril. Après l'assaut, les ouvrières ramènent leur butin au nid. Elles déchiquettent les proies et les transforment en bouillie. Les frelons ne chassent pas seulement pour eux, mais pour toute la colonie. En particulier pour les centaines de larves qui attendent dans les alvéoles d'être nourries de boulettes prémâchées. Un essaim de frelons capture chaque jour jusqu'à 1 livre d'insectes. Non loin de là, les moutons et les chèvres paissent tranquillement. Ils se sentent à l'abri des prédateurs. Un chien de berger rassemble et surveille en permanence le troupeau. Un endroit plus hospitalier pour notre coccinelle. D'autres animaux se dissimulent dans la prairie, sur les herbes, les tiges et les feuilles des plantes.
Ce sont des pucerons qui vivent eux aussi en troupeau et qui se reproduisent constamment, même en l'absence de mâles. Ce ne sont ici que des femelles et elles donnent naissance chaque jour à plusieurs descendants. Cette reproduction asexuée est donc une forme de clonage. Les pucerons se nourrissent eux aussi de végétaux. Mais ils ne coupent pas l'herbe comme les moutons. Pour se nourrir, il leur suffit de piquer la tige des plantes avec leur trompe pour en aspirer la sève. Ils pourraient mener une existence bien paisible. Si une menace permanente ne pesait sur eux. Car ils sont à la merci d'un des plus terribles prédateurs de la prairie. Le lion des pucerons. Ce monstre vorace n'attend qu'une chose. Planter ses mâchoires dans les pucerons bien dodus et en aspirer la chair juteuse, les uns après les autres. C'est un véritable tueur en série. Un lion qui peut dévorer jusqu'à 70 pucerons par jour. Celui-ci parviendra-t-il à lui échapper ? Un peu plus loin s'étend un terrain sablonneux. On dirait que ça barde là-dessous. Quelqu'un envoie voler des cadavres. Des carcasses d'insectes vidées de toute substance par une créature qu'on a rarement l'occasion d'observer. Le fourmi-lion. Et ses puissantes mandibules. Il avance à reculons pour s'enterrer. Il s'enfonce profondément dans le sol. Avant de creuser des entonnoirs dans le sable. Ils servent à piéger les fourmis, mais peuvent être fatales aussi à d'autres insectes. Cette punaise gendarme s'est aventurée trop près du trou. Elle glisse à l'intérieur. Et tombe entre les pinces du fourmi-lion. Celui-ci la tire dans le sable, aspire tout son suc et se débarrasse de la carcasse vide en la jetant au loin. Le fourmi-lion a mis au point une technique sournoise. Quand la victime cherche à sortir de l'entonnoir, il lui lance du sable. La fourmi roule à nouveau au fond du trou. Jusqu'à ce qu'elle atterrisse entre les pinces du prédateur. Il la saisit alors et lui injecte aussitôt un venin.
Il n'a plus qu'à attendre que la fourmi agonise. Quiconque tombe dans l'antre du lion a très peu de chances d'en réchapper. Faut-il vraiment assister à une scène aussi terrible ? Le fourmi-lion n'arrive pas à agripper la carapace. Mais s'il parvenait à l'attraper par une patte, sauvé! Incroyable! Cet insecte est vraiment béni des dieux. Il fait bon se retrouver dans le pré au milieu de braves herbivores. Mais pourquoi viennent-ils aussi près ? Ça devient inquiétant. Les pucerons sont constamment en danger, victimes innocentes de ces voraces herbivores, car ils n'ont pas d'ailes et sont forcés de sauter quand un museau s'approche un peu trop près. Des colonies entières pourraient disparaître en quelques bouchées. Seulement, les moutons et les chèvres ne broutent en général que la partie supérieure des plantes. Alors pour se préserver, les pucerons ont mis au point une technique ingénieuse. Dès qu'ils détectent la respiration chaude et humide d'un mammifère, ils se sauvent. Ils se laissent tomber par terre. En général, quand ils broutent, les moutons et les chèvres se déplacent constamment. Les pucerons, eux, ont intérêt à remonter très vite sur une plante. Car sur le sol, une araignée loup est à l'affût. Elle ne tisse pas de toile, mais guette le passage des pucerons et autres petits insectes qu'elle repère facilement car elle n'a pas 2 yeux, mais 8. 4 petits et 4 gros. Elle fait des ravages parmi les pucerons. Mais soudain, elle prend la fuite. Elle se méfie du pompil. Cet insecte, qui se nourrit habituellement de pollen et de nectar, chasse parfois aussi l'araignée loup.
sa proie capturée, il lui injecte un venin paralysant. Son but est d'enterrer l'araignée encore vivante. Afin de nourrir sa descendance. Mais des fourmis ont découvert à leur tour l'araignée. Elles profitent de l'inattention du pompile. Et s'empare de l'araignée sans défense. Quand il remarque la disparition de sa proie, le pompile court en tous sens, sans faire attention. C'est ainsi qu'il finit son existence dans l'entonnoir d'un fourmi-lion. Deux prédateurs, l'araignée lion et le pompile, ont à leur tour été mangés. Notre coccinelle, en revanche, continue son chemin parmi les plantes de la prairie. Les pucerons survivants font eux aussi l'ascension des tiges. Ils n'y seront pas pour autant à l'abri. Un lion des pucerons les y attend. Il fait des ravages dans la colonie. Notre héroïne se retrouve à son tour face au monstre. Mais elle le repousse d'une simple bourrade. Enfin, la voici qui rencontre un partenaire potentiel. Assistera-t-on à un happy end? Mais non, une nouvelle maladresse, et c'est la chute. Ah, cette fois-ci, peut-être. Le couple se forme. Tandis que les deux insectes s'accordent une petite pause, voici que surgit à nouveau le lion des pucerons. Mais il n'a pas l'air en forme. Qu'a-t-il à se plier en deux? Est-il malade? En train d'agoniser? L'état de santé de ce glouton n'impressionne pas les deux coccinelles.
Leur accouplement peut durer jusqu'à 18 heures. Le lion des pucerons est en train de muer. Il en sort une créature jaune et informe, qui se colore très vite. La larve va donner une nymphe qui ressemble étrangement à celle qui a vu naître notre coccinelle. Le lion des pucerons aurait-il un lien de parenté avec la coccinelle? Aurait-elle quelque chose à voir avec ce monstre vorace? Chez les insectes aussi, les apparences sont parfois trompeuses. Dès que leurs ébats amoureux sont finis, nos deux héros apparaissent sous un autre jour. Les voici qui se jettent goulûment sur les pucerons pour les dévorer tout vivants, jusqu'à une centaine par jour. C'est un véritable carnage, mais une bénédiction pour les agriculteurs qui leur ont donné le surnom de bêtes à bon Dieu. Si vous avez envie d'assister à d'autres scènes terrifiantes, venez avec nous explorer une autre prairie.